Imaginons que nous soyons dans une classe, que vous soyez mes étudiants, et que je pratique ce qui se fait parfois, c'est-à-dire, c'est plutôt dans les petites classes d'ailleurs, et plutôt à l'école primaire ou au collège, que le professeur s'arrête de parler et dit « Ça fait 20 minutes que je parle, maintenant vous allez écrire, dans les 10 minutes qui viennent, ce que j'ai dit depuis 20 minutes. » Ça s'appelle une interrogation écrite. Admettons que vous fassiez cela. Vous savez très bien que si vous le faisiez, et si ensuite nous comparions vos copies, eh bien nous constaterions que personne n'a entendu la même chose dans ce que j'ai dit. Personne n'a retenu la même chose. Ça signifie que les rétentions que vous faites quand vous retenez, quand vous m'écoutez parler, vous retenez des choses de ce que je dis pour pouvoir comprendre ce que je vais dire. Eh bien, chacune et chacun d'entre vous fait des rétentions spécifiques, c'est-à-dire qu'en fait, ces rétentions sont des sélections dans ce que je dis, de possibilités d'interprétation de ce que je dis. Et ces sélections que vous faites à partir de ce que je dis, c'est à partir de ce que Husserl appelle vos rétentions secondaires que vous les faites, c'est-à-dire à partir de votre mémoire et de votre expérience passée. Il y a ici des gens peut-être de plusieurs nationalités. Quelqu'un, par exemple, qui est asiatique, qui écoute un occidental parler, n'entend pas les mêmes choses qu'un occidental, bien entendu. Mais quelqu'un qui est catalan n'entend pas la même chose que quelqu'un qui est castillan. Et quelqu'un qui est français n'entend pas la même chose que quelqu'un qui est espagnol, etc., etc. Et puis chacun d'entre nous a une mémoire spécifique, et cette spécificité fait qu'il reçoit des choses chaque fois spécifiques, il sélectionne des choses chaque fois spécifiques dans ce qu'il ou elle entend. Et c'est très bien. Ça produit de la singularité et de l'interprétation. C'est pour ça, par exemple, que Socrate engendre Platon, qui engendre Aristote, etc., etc. Ça produit de la transformation du savoir, dont je vous parlais tout à l'heure. En même temps, c'est un problème. Imaginez, par exemple, que vous faites un cours sur le pilotage des avions et que vous avez des étudiants qui ne comprennent pas tous la même chose et que vous n'arrivez pas à les faire converger vers une compréhension commune, eh bien, vous allez avoir des pilotes d'avions qui ne vont pas faire tous la même chose en pilotant les avions et ça va produire des accidents d'avions. C'est aussi un problème en géométrie ou en arithmétique ou en algèbre. Par exemple, si vous allez résoudre des équations pendant un concours que vous passez au baccalauréat ou ailleurs, si vous ne résolvez pas les équations de la même manière que vos voisins, c'est que ou bien vos voisins ou vous vous trompez. Ce que recherche le savoir, en particulier le savoir formalisé, c'est l'univocité, c'est-à-dire la garantie d'une interprétation univoque, d'une compréhension plus exactement univoque de ce que vous dites. Lorsque Husserl dit que l'origine de la géométrie, telle qu'il l'analyse dans le proto-géomètre, en l'occurrence il s'agit de Thalès, et lorsqu'il dit que cette origine de la géométrie n'est possible que parce que Thalès écrit à la lettre, ça signifie que pour pouvoir articuler des rétentions primaires, c'est-à-dire ce que vous retenez pendant que je parle, et des rétentions secondaires, c'est-à-dire des éléments de mémoire que vous avez dans votre organe cérébral, et pour pouvoir les articuler de manière efficiente et les contrôler, ces articulations, il faut des rétentions tertiaires, c'est-à-dire des techniques de contrôle des agencements de rétention primaire et de rétention secondaire qui permettent de produire des processus que j'appelle je reprends une expression de Gilbert Simondon, de transindividuation, et qui permettent de former ce que j'appelle des formes attentionnelles, c'est-à-dire de constituer des types d'attention, des formes d'attention. L'attention, par exemple, qu'a un occidental n'est pas la même que celle qu'a un chinois. Je parle d'un chinois lettré, parce que lorsque on contrôle son attention avec des idéogrammes et des caractères, ce sont des formes de contrôle attentionnel extrêmement élaborées d'ailleurs. Ce n'est pas pour rien que la Chine est toujours un empire depuis plusieurs milliers d'années, et c'est le seul empire qui ait duré si longtemps. Ces formes attentionnelles divergent, se différencient selon les sociétés, et se transforme à travers l'histoire. Le numérique est une nouvelle rétention tertiaire qui produit de nouvelles formes attentionnelles, mais aussi qui détruit des processus attentionnels. C'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Ce que j'appelle une rétention tertiaire, si par exemple vous prenez des notes pendant que je parle, ce qui arrive assez souvent, quand quelqu'un fait une conférence, des gens prennent des notes, eh bien, qu'est-ce que cette prise de notes ?
c'est une spatialisation d'une chose temporelle. Vous m'écoutez parler, vous entendez temporellement ce que je dis, et en prenant des notes, vous mettez sous forme spatiale ce qui s'est produit d'abord dans votre conscience sous forme temporelle. Cette spatialisation du temps est ce qui rend possible ce dont parlait Milad Douayi tout à l'heure, à savoir l'archive et la mémoire. La fabrication d'un outil, par exemple, y compris depuis 2 millions d'années, depuis le début de l'hominisation, c'est la concrétisation spatiale du temps des gestes de sa fabrication. De la même manière, l'écriture alphabétique rend possible la spatialisation à la lettre du raisonnement géométrique comme série de mouvements de la pensée qui ne peut devenir démonstratif, ce mouvement de la pensée, cette pensée qui ne peut devenir démonstrative qu'à cette condition, dit Husserl. Parce que ce raisonnement, dans ce cas-là, peut contrôler cette temporalisation qu'est la pensée géométrique en la spatialisant à mesure qu'elle se forme. Un géomètre ou un arithméticien, en réalité, spatialise sa pensée à mesure qu'elle se produit. Et c'est cette spatialisation qui, en retour, l'amène à penser, à temporaliser autrement, et cette retemporalisation, il la spatialise à nouveau, etc., etc. Autrement dit, il travaille en écrivant et en figurant avec des dessins sur une feuille, ces représentations mentales. Ce contrôle à la lettre que décrit Husserl comme l'origine de la géométrie, qui est une grammatisation du temps de la pensée. Grammatisation, ça veut dire un découpage, une discrétisation, une reproductibilité du temps de la pensée. Je reviendrai sur ce mot tout à l'heure. Ce contrôle qui se traduit par un recodage des circuits synaptiques de ce que Walter Ong appelait le literate mind, l'esprit lettré, comme l'a rappelé, pardon, je me suis trompé, comme l'a rappelé et a montré Marianne Wolf dans ce texte, Proust and the Squid, que je vous recommande de lire. Ce contrôle à la lettre est la condition de la cohérence apodictique qui fonde la raison occidentale sur la base de ce que Marianne Wolf, dans ce texte, dans ce livre, appelle « the reading brain ». Le reading brain, elle nous montre dans ce livre qu'il est totalement réorganisé par les apprentissages. Vous qui m'écoutez en ce moment, qui êtes des gens lettrés, vos circuits synaptiques cérébraux sont totalement conditionnés par les apprentissages de la lecture et de l'écriture que vous aviez fait dans vos premières années. Et un cerveau, par exemple d'un Chinois, effectivement n'est pas recodé de la même manière, et c'est cela qui est intéressant. Alors ce que je voudrais dire d'abord, pour aller ensuite vers le cœur de mon propos, c'est que toutes les formes de pensée connues sur la Terre, telles que maintenant les ethnologues les étudient depuis 1 siècle et demi, et les connaissent de mieux en mieux, sont distinguées par et comme des agencements différents à chaque fois de rétention et de protension primaire, secondaire et tertiaire. C'est ça qui distingue les civilisations. Ça signifie qu'on ne pense pas de la même manière dans une société du paléolithique ou dans une société chamanique, où le chaman met en œuvre des instruments, c'est-à-dire des rétentions tertiaires. Par exemple, celui-ci qui s'appelle un attrape-âme. On ne pense pas de la même manière dans une société chamanique ou dans une société impériale idéogrammatique, comme la Chine ancienne, ou dans une société alphabétique, comme la société occidentale de l'époque antique de la Judée, ou dans une société plus récente comme celle des livres imprimés, caractéristique de l'Europe du XVe et du XVIe siècle, enfin du XVIe surtout et du XVIIe siècle. Quant à nous, nous vivons dans une société que dominent les rétentions tertiaires numériques. Et cela pose des problèmes particuliers. Ces rétentions tertiaires numériques, nous les produisons, volontairement ou non, délibérément en envoyant une photo sur un réseau social, par exemple, ou inconsciemment en produisant des cookies, en passant un coup de téléphone, et nous les produisons sous forme de ce qu'on appelle des données personnelles, qui sont aujourd'hui de moins en moins personnelles.
est de plus en plus standardisé et contrôlable par toutes sortes de dispositifs top-down, cachés, performatifs, tels ceux que l'écriture réticulaire, qu'est l'informatique, installe aujourd'hui à travers les systèmes de contrôle en tout genre, dont la NSA, bien entendu, mais aussi, plus généralement, les big data, qui montrent que l'écriture réticulaire numérique est essentiellement une écriture vouée au calcul automatisé. Après Edward Snowden, mais aussi après bien d'autres faits qui ont été révélés plus récemment, le numérique apparaît à la fois comme un remède et comme un poison, comme un pharmacone, comme disait Socrate. Platon, enfin c'est Socrate qui le premier affirme que l'écriture est un pharmacone. Aujourd'hui, nous découvrons que cette question du pharmacone, qui se posait à l'origine de la cité grecque, et qui est à l'origine du savoir occidental, car c'est cela qui constitue le programme de l'Académie de Platon, et c'est l'Académie de Platon qui a configuré tout le système académique actuel. Eh bien, aujourd'hui, un nouveau pharmacone est apparu, qui pose des problèmes absolument nouveaux, et qui requiert absolument de repenser l'Académie de fond en comble. Le programme de l'Académie de Platon est fondé sur le refoulement du rôle de ce pharmacone qu'est l'écriture. Et aujourd'hui, je n'ai pas le temps de développer ce point-là. C'est Jacques Derrida qui a montré cela, surtout dans un texte qu'appelle La pharmacie de Platon, comme vous le savez peut-être, qui est un commentaire du dialogue Phèdre de Platon, où Socrate analyse le caractère donc, pharmacologique de l'écriture. Et donc, Derrida a montré qu'en fait, au cours des 40 années qui suivent la mort de Socrate, Platon va s'évertuer à effacer le caractère inéluctablement pharmacologique de l'écriture. Il va essayer de contrôler et de maîtriser l'écriture, ce qui est totalement impossible. Un pharmacone reste toujours un pharmacone. On ne peut jamais éliminer sa toxicité. Platon a pu faire l'Académie de Platon, Jésus-Christ a pu prononcer des discours qui ont été transformés dans les évangiles, etc., etc. Ça n'a pas empêché Hitler d'écrire Mein Kampf, par exemple. Et donc, on ne peut jamais contrôler un pharmacone. Il faut le savoir. Il faut donc repenser totalement aujourd'hui la question de l'enseignement pour montrer qu'en fait, comme le disent Husserl, mais aussi Paul Valéry et bien d'autres, même la science peut devenir un pharmacone. C'est ce que Husserl dit dans le texte que citait Milad Boyer tout à l'heure, la crise des sciences européennes ou occidentales. Il dit la science a été mise au service de la destruction. En 1914, pendant la guerre, et maintenant entre les mains des nazis, puisqu'en fait il écrit juste après le plébiscite de Hitler en Allemagne en 1934, ce texte. C'est l'herménéia, et non pas l'analyse, qui met en jeu la raison. Et celle-ci, la raison, en dépassant les analyses de l'entendement, est la faculté d'opter entre des possibilités pharmacologiques ouvertes par différents scénarios engendrés par le calcul, par exemple par le pharmacone numérique, décliné en une infinité de... C'est ce qui permet, pardonnez-moi, d'interpréter et d'opter entre des possibilités pharmacologiques déclinées par les possibilités analytiques de l'entendement. C'est ce qui permet d'aller au-delà de l'analyse. La raison, c'est ce qui juge au sens fort. C'est ce qui tranche en passant au-delà de l'analyse, c'est-à-dire c'est ce qui interprète et qui, en cela, s'individue noétiquement et crée une situation absolument nouvelle. Cela veut dire que l'interprétation n'est pas délégable à un système analytique de rétention tertiaire. Elle est au contraire et toujours ce qui consiste à trancher entre des possibles ouverts par les rétentions tertiaires, mais pour lesquels les rétentions tertiaires ne peuvent pas trancher elles-mêmes, aussi automatisées qu'elles puissent être. Car ici, trancher, ça signifie précisément désautomatiser. Et c'est pour ça qu'un drone ne sera jamais autonome, à proprement parler. Il est enfermé dans les automatismes qui l'ont programmé. C'est la désautomatisation qui rend possible ce qu'on appelait autrefois l'autonomie, et qui constitue ce que Gilles Deleuze appelle une bifurcation. La différence entre analyse et synthèse fonde chez Emmanuel Kant la différence entre entendement et raison. J'ai soutenu que l'analyse de l'entendement est rendue possible par les rétentions tertiaires en tant que celles-ci appartiennent au processus de grammatisation. Et ceci, ce que je vous montre là, est un poème
analysé, et ce qui rend possible cette analyse du poème, c'est évidemment le fait qu'il soit écrit et grammatisé. La grammatisation et la discrétisation, la reproduction et la spatialisation des flux temporels dont je vous parlais tout à l'heure. Mais c'est aussi la synthèse qui est rendue possible par les rétentions tertiaires analytiques. Ce n'est pas simplement l'entendement et l'analyse. Pourquoi? Parce que les rétentions tertiaires analytiques, par exemple celles qui sont produites par cette analyse que je vous montre là, de ce poème, eh bien, elles donnent une matière à interpréter nouvelle. Et donc, elles créent de nouveaux problèmes d'interprétation. Les résultats des rétentions tertiaires analytiques affectent l'individu psychique noétique parce que, étant spatialisées, elles tracent et elles rendent publics des conflits potentiels d'interprétation. Des conflits pharmacologiques entre pairs qui affectent des individus noétiques en cela même, qui sont rendus noétiques par le fait de pouvoir trancher ces conflits. Et ces affects, dont la convergence critique sont ceux qui déclenchent les interprétations. Ici, je pense évidemment à Spinoza, qui a interprété toute l'histoire de la raison sous cet angle des affects et du conflit des affects. Le processus de transindividuation est ce qui certifie les arbitrages issus de ces conflits. Les processus de certification eux-mêmes sont soit analytiques, soit synthétiques. Et dans ce cas, ils sont élaborés à partir d'interprétations ayant abouti à ce que j'appelle des inventions catégoriales. Quand je dis qu'il peut y avoir des processus d'interprétation, de certification analytique, je veux dire qu'on peut déléguer à des machines des systèmes de contrôle de résultats. Mais par exemple, une thèse, qui est un processus de certification majeur, ne peut pas être déléguée à des machines, ça ne peut être que des maîtres qui interprètent une thèse et qui vont la contredire, qui vont finalement valider cette thèse qui produit quoi? Qu'est-ce que produit une thèse? Un processus de catégorisation et d'invention catégoriale d'un nouveau genre. J'introduis ici le concept de catégorie avec lequel je vais terminer. Qu'est-ce que la catégorisation? D'une façon générale, vous disais tout à l'heure, les ordinateurs produisent des nouveaux types de processus de catégorisation qui sont automatisés. La catégorie dans le savoir occidental, mais c'est vrai aussi dans le savoir asiatique d'ailleurs, même si ça n'est pas désigné comme tel, c'est la base de tout savoir et de tout processus de certification. Le premier à l'avoir posé, c'est Aristote dans le traité des catégories que voici. Ensuite, ça engendrait toutes sortes de nouvelles approches des catégorisations, particulièrement à partir des XVIe et XVIIIe siècles, avec les processus de classification des savoirs, que Michel Foucault a beaucoup étudié dans le texte que je mentionnais tout à l'heure, qui ont engendré des taxonomies, qui sont à l'origine, par exemple, de la botanique, et tout cela, des terminologies, qui ont mis en place des commissions de terminologie, qui conduisent des descriptions, des spécifications, qui génèrent, depuis surtout le XVIIIe et le XIXe siècle, des divisions disciplinaires, avec des systèmes des connaissances qui organisent toute l'université de Berlin, puis l'université de la Sorbonne, etc., etc. Tout cela engendrant des hiérarchies qui sont à la base de ce qu'on appelle les ontologies. Ontologie, ça c'est celle d'Aristote dans le traité des catégories, mais il y en a aujourd'hui, y compris dans l'industrie, puisque dans l'automobile, ça c'est une ontologie de Renault, on fabrique des ontologies d'objets techniques.